Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Daniel Defoe que nous allons partir en vadrouille puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Robinson Crusoe. Alors on en est au tout début de cet ouvrage, au moment où Robinson, après déjà quelques voyages en mer, se retrouve au Brésil avec une plantation de canne à sucre qui lui rapporte suffisamment d'argent pour vivre, mais il se sent frustré et il a envie de reprendre le chemin des océans. Pour arriver maintenant, par les degrés logiques, aux particularités de cette partie de mon histoire, vous devez supposer qu'ayant alors vécu à peu près 4 années au Brésil, et commençant à prospérer et à m'enrichir dans ma plantation, non seulement j'avais appris le portugais, mais que j'avais lié connaissance et amitié avec mes confrères les planteurs, ainsi qu'avec les marchands de San Salvador, qui étaient notre port. Dans mes conversations avec eux, j'avais fréquemment fait le récit de mes 2 voyages sur la côte de Guinée, de la manière d'y trafiquer avec les nègres et de la facilité d'y acheter pour des babioles telles que des grains de collier, des breloques, des couteaux, des ciseaux, des haches, des verroteries et autres choses semblables, non seulement de la poudre d'or, des graines de Guinée, des dents d'éléphant, etc., mais des nègres pour le service du Brésil et en grand nombre. Ils écoutaient toujours très attentivement mes discours sur ce chapitre, mais plus spécialement la partie où je parlais de la traite des nègres, trafic non seulement peu avancé à cette époque, mais qui, tel qu'il était, n'avait jamais été fait qu'avec l'asientos, ou permission des rois d'Espagne et de Portugal, selon l'usage reçu du public, de sorte qu'on achetait peu de nègres et qu'ils étaient excessivement chers. Il advint qu'une fois, me trouvant en compagnie avec des marchands et des planteurs de ma connaissance, je parlais de tout cela passionnément. 3 d'entre eux vinrent auprès de moi le lendemain au matin et me dirent qu'ils avaient beaucoup songé à ce dont je m'étais entretenue, avec eux la soirée précédente et qu'ils venaient me faire une secrète proposition. Ils me déclarèrent, après m'avoir recommandé la discrétion, qu'ils avaient le dessein d'équiper un vaisseau pour la côte de Guinée. « Nous avons tous, comme vous, des plantations, » ajoutèrent-ils. « Et nous n'avons rien tant besoin que d'esclaves. Mais comme nous ne pouvons pas entreprendre ce commerce, puisqu'on ne peut vendre publiquement les nègres lorsqu'ils sont débarqués, nous ne désirons faire qu'un seul voyage pour en ramener secrètement et les répartir sur nos plantations. » En un mot, la question était que si je voulais aller à bord comme leur subrécargue, nom que l'on donne à une personne chargée de gérer la cargaison d'un navire, pour diriger la traite sur la côte de Guinée, j'aurais ma portion contingente de nègres sans fournir ma quote-part d'argent. C'eût été une belle proposition, il faut en convenir, si elle avait été faite à quelqu'un qui n'eût pas eu à gouverner un établissement et une plantation à soi appartenant, en beau chemin de devenir considérable et d'un excellent rapport. Mais pour moi qui étais ainsi engagé et établi, qui n'avais qu'à poursuivre comme j'avais commencé pendant 3 ou 4 ans encore et qu'à faire venir d'Angleterre mes autres 100 livres sterling restants, pour être alors avec cette petite addition à peu près possesseur de 3 ou 4 000 livres, qui accroîtrait encore chaque jour. Mais pour moi, dis-je, penser à un pareil voyage, c'était la plus absurde chose dont un homme placé en de semblables circonstances pouvait se rendre coupable. Mais comme j'étais né pour être mon propre destructeur, il me fut aussi impossible de résister à cette offre, qu'il me l'avait été, de maîtriser mes premières idées vagabondes lorsque les bons conseils de mon père échouèrent contre moi. En un mot, je leur dis que j'irais de tout mon cœur s'ils voulaient se charger de conduire ma plantation durant mon absence et en disposer ainsi que je leur donnerais si je venais à faire naufrage. Ils me le promirent. Et ils s'y engagèrent par écrit ou par convention,
et je fis un testament formel disposant de ma plantation et de mes effets en cas de mort et instituant mon légataire universel, le capitaine de vaisseau qui m'avait sauvé la vie, comme je l'ai narré plus haut, mais l'obligeant à disposer de mes biens suivant que je l'avais prescrit dans mon testament, c'est-à-dire qu'il se réserverait pour lui-même une moitié de leurs produits et que l'autre moitié serait embarquée pour l'Angleterre. Bref, je pris toute précaution possible pour garantir mes biens et entretenir ma plantation. Si j'avais usé de moitié autant de prudence à considérer mon propre intérêt et à me former un jugement de ce que je devais faire ou ne pas faire, je ne me serais certainement jamais éloignée d'une entreprise aussi florissante. Je n'aurais point abandonné toutes les chances probables de m'enrichir pour un voyage sur mer où je serais exposée à tous les hasards communs pour ne rien dire des raisons que j'avais de m'attendre à des infortunes personnelles. Mais j'étais entraînée et j'obéis aveuglément à ce que me dictait mon goût plutôt que ma raison. Le bâtiment étant équipé convenablement, la cargaison fournie et toutes choses faites suivant l'accord par mes partenaires dans ce voyage, je m'embarquai à la Malheur le 1er septembre 1659, 8 ans après, jour pour jour, qu'à Hull, je m'étais éloignée de mon père et de ma mère pour faire le rebelle à leur autorité et le fou quant à mes propres intérêts. Notre vaisseau, d'environ 120 tonneaux, portait 6 canons et 14 hommes, non compris le capitaine, son valet et moi. Nous n'avions guère à bord d'autres cargaisons de marchandises que des quincailleries convenables pour notre commerce avec les nègres, tels que des grains de collier, des morceaux de verre, des coquilles, de méchantes babioles, surtout de petits miroirs, des couteaux, des ciseaux, des cognets et autres choses semblables. Le jour même où j'allais à bord, nous mîmes à la voile, faisant route au nord le long de notre côte, dans le dessein de cingler vers celle d'Afrique, quand nous serions par les 10 ou 11 degrés de latitude septentrionale. C'était à ce qu'il paraît la manière de faire ce trajet à cette époque. Nous eûmes un fort bon temps, mais excessivement chaud, tout le long de notre côte jusqu'à la hauteur de Cap Saint-Augustin, où, gagnant le large, nous noyâmes la terre et portâmes le cap comme si nous étions chargés pour l'île Fernando de Noronha, mais tenant notre course au nord-est quart nord, nous laissâmes à l'est cette île et ses adjacentes. Après une navigation d'environ 12 jours, nous avions doublé la ligne et nous étions, suivant notre dernière estime, par les 7 degrés 22 minutes de latitude nord, quand un violent tourbillon ou un ouragan nous désorienta entièrement. Il commença du sud-est, tourna à peu près au nord-est et enfin se fixa au nord-ouest, d'où il se déchaîna d'une manière si terrible que pendant 12 jours de suite, nous ne fîmes que dériver, courant devant lui et nous laissant emporter partout où la fatalité et la furie des vents nous poussaient. Durant ces 12 jours, je n'ai pas besoin de dire que je m'attendais à chaque instant à être engloutie. De fait, personne sur le vaisseau n'espérait sauver sa vie. Dans cette détresse, nous eûmes, outre la terreur de la tempête, un de nos hommes mort de la calenture et un matelot et le domestique emportés par une lame. Vers le 12e jour, le vent mollissant un peu, le capitaine prit hauteur le mieux qu'il put et estima qu'il était environ par les 11 degrés de latitude nord, mais qu'avec le cap Saint-Augustin, il avait 22 degrés de différence en longitude ouest, de sorte qu'il se trouva avoir gagné la côte de la Guyane, ou partie septentrionale du Brésil, au-delà du fleuve des Amazones, vers l'Orénoque, communément appelée la Grande Rivière. Alors, il commença à consulter avec moi sur la route qu'il devait prendre, car le navire faisait plusieurs voirs d'eau et était tout à fait désemparé. Il opinait pour rebrousser directement vers les côtes du Brésil. J'étais d'un avis positivement contraire. Après avoir examiné avec lui les cartes des côtes maritimes de l'Amérique, nous conclûmes qu'il n'y avait point de pays habité où nous pourrions relâcher avant que nous eussions atteint l'archipel des Caraïbes. Nous résolûmes donc de faire voile vers la Barbade,
où nous espérions, en gardant la haute mer pour éviter l'entrée du golfe de Mexique, pouvoir aisément parvenir en 15 jours de navigation. D'autant qu'il nous était impossible de faire notre voyage à la côte d'Afrique sans des secours et pour notre vaisseau et pour nous-mêmes. Dans ce destin, nous changeâmes de route et nous gouvernâmes nord-ouest car ouest afin d'atteindre une de nos îles anglaises où je comptais recevoir quelque assistance. Mais il en devait être autrement, car par les 12 degrés 18 minutes de latitude, nous fûmes assaillis par une seconde tempête qui nous emporta avec la même impétuosité vers l'ouest et nous poussa si loin hors de toute route fréquentée que si nos existences avaient été sauvées quant à la mer, nous aurions eu plutôt la chance d'être dévorés par les sauvages que celle de retourner dans notre pays. En ces extrémités, le vent soufflait toujours avec violence et à la pointe du jour, un de nos hommes s'écria « Terre !» À peine nous étions-nous précipités hors de la cabine pour regarder dans l'espoir de reconnaître en quel endroit du monde nous étions, que notre navire donna contre un banc de sable. Son mouvement étant ainsi subitement arrêté, la mer déferla sur lui d'une telle manière que nous nous attendîmes tous à périr sur l'heure et que nous nous réfugiâmes vers le gaillard d'arrière pour nous mettre à l'abri de l'écume et des éclaboussures des vagues. Il serait difficile à quelqu'un qui ne se serait pas trouvé en pareille situation de décrire ou de concevoir la consternation d'un équipage dans de telles circonstances. Nous ne savions ni où nous étions, ni vers quelle terre nous avions été poussés, ni si c'était une île ou un continent, ni si elle était habitée ou inhabitée. Et comme la fureur du vent était toujours grande, quoique moindre, nous ne pouvions pas même espérer que le navire demeurerait quelques minutes sans se briser en morceaux, à moins que les vents, par une sorte de miracle, ne changeassent subitement. En un mot, nous nous regardions les uns les autres, attendant la mort à chaque instant et nous préparant tous pour un autre monde, car il ne nous restait rien ou que peu de choses à faire en celui-ci. Toute notre consolation présente, tout notre réconfort, c'était que le vaisseau, contrairement à notre attente, ne se brisait pas encore, et que le capitaine disait que le vent commençait à s'abattre. Bien que nous nous aperçussions en effet que le vent s'était un peu apaisé, néanmoins notre vaisseau ainsi échoué sur le sable, étant trop engravé pour espérer de le remettre à flot, nous étions vraiment dans une situation horrible, et il ne nous restait plus qu'à songer à sauver notre vie du mieux que nous pourrions. Nous avions un canot à notre poupe avant la tourmente, mais d'abord, il s'était défoncé à force de heurter contre le gouvernail du navire, et ensuite, ayant rompu ses amarres, il avait été englouti ou emporté au loin de la dérive. Nous ne pouvions donc pas compter sur lui. Nous avions bien encore une chaloupe à bord, mais la mettre à la mer était chose difficile. Cependant, il n'y avait pas à tergiverser, car nous nous imaginions à chaque minute que le vaisseau se brisait, et même quelques-uns de nous affirmaient que déjà, il était entrouvert. Alors, notre second se saisit de la chaloupe, et avec l'aide des matelots, elle fut lancée par-dessus le flanc du navire. Nous y descendîmes tous, nous abandonnant 11 que nous étions à la merci de Dieu et de la tempête. Car bien que la tourmente fût considérablement apaisée, la mer néanmoins s'élevait à une hauteur effroyable contre le rivage et pouvait bien être appelée den Wildsee, la mer sauvage, comme les Hollandais l'appellent lorsqu'elle est orageuse. Notre situation était alors vraiment déplorable. Nous voyions tous pleinement que la mer était trop grosse pour que notre embarcation pût résister et qu'inévitablement, nous serions engloutis. Comment cingler? Nous n'avions pas de voile, et nous en aurions eu que nous n'en aurions rien pu faire. Nous nous mîmes à ramer vers la terre, mais avec le cœur gros et comme des hommes marchant au supplice. Aucun de nous n'ignorait que la chaloupe, en abordant, serait brisée en 1000 pièces par le choc de la mer. Néanmoins, après avoir recommandé nos âmes à Dieu,
de la manière la plus fervente, nous hâtâmes de nos propres mains notre destruction en ramant de toutes nos forces vers la terre où déjà le vent nous poussait. Le rivage était-il du roc ou du sable? Était-il plat ou escarpé? Nous l'ignorions. Il ne nous restait qu'une faible lueur d'espoir. C'était d'atteindre une baie, une embouchure de fleuve, où par un grand bonheur, nous pourrions faire entrer notre barque, l'abriter du vent et peut-être même trouver le calme. Mais rien de tout cela n'apparaissait. Mais à mesure que nous approchions de la rive, la terre nous semblait plus redoutable que la mer. Après avoir ramé, ou plutôt après avoir dérivé pendant 1 lieue et demie, à ce que nous jugions, une vague furieuse s'élevant comme une montagne vint, en roulant à notre arrière, nous annoncer notre coup de grâce. Bref, elle nous saisit avec tant de furie que d'un seul coup, elle fit chavirer la chaloupe et nous en jeta loin, séparés les uns des autres, en nous laissant à peine le temps de dire « Oh, mon Dieu !» car nous fûmes tous engloutis en un moment. Rien ne saurait retracer quelle était la confusion de mes pensées lorsque j'allais au fond de l'eau. Quoique je nageasse très bien, il me fut impossible de me délivrer des flots pour prendre respiration. La vague m'ayant porté, ou plutôt emporté à une longue distance vers le rivage et s'étant étalée et retirée, me laissa presque à sec, mais à demi étouffée par l'eau que j'avais avalée. Me voyant plus près de la terre ferme que je ne m'y étais attendue, j'eus assez de présence d'esprit et de force pour me dresser sur mes pieds et m'efforcer de gagner le rivage, avant qu'une autre vague revint et m'enleva. Mais je sentis bientôt que c'était impossible, car je vis la mer s'avancer derrière moi, furieuse et aussi haute qu'une grande montagne. Je n'avais ni le moyen ni la force de combattre cet ennemi. Ma seule ressource était de retenir mon haleine et de m'élever au-dessus de l'eau, et en surnageant ainsi de préserver ma respiration et de voguer vers la côte, s'il m'était possible. J'appréhendais par-dessus tout que le flot, après m'avoir transporté, en venant vers le rivage, ne me rejetât dans la mer en s'en retournant. La vague qui revint sur moi m'ensevelit tout d'un coup, dans sa propre masse, à la profondeur de 20 ou 30 pieds. Je me sentais emportée avec une violence et une rapidité extrêmes à une grande distance du côté de la terre. Je retenais mon souffle et je nageais de toutes mes forces. Mais j'étais près d'étouffer faute de respiration quand je me sentis remonter et quand, à mon grand soulagement, ma tête et mes mains percèrent au-dessus de l'eau. Il me fut impossible de me maintenir ainsi plus de 2 secondes. Cependant, cela me fit un bien extrême en me redonnant de l'air et du courage. Je fus de rechef couvert d'eau assez longtemps, mais je tins bon, et sentant que la lame étalait et qu'elle commençait à refluer, je coupai à travers les vagues et je repris pied. Pendant quelques instants, je demeurai tranquille pour prendre haleine et pour attendre que les eaux se fussent éloignées. Puis, alors, prenant mon élan, je courus à toutes jambes vers le rivage. Mais cet effort ne put me délivrer de la furie de la mer qui revenait fondre sur moi, et par 2 fois les vagues m'enlevèrent et comme précédemment m'entraînèrent au loin, le rivage étant tout à fait plat. La dernière de ces 2 fois avait été bien près de m'être fatale. Car la mer m'ayant emporté ainsi qu'auparavant, elle me mit à terre, ou plutôt, elle me jeta contre un quartier de roc, et avec une telle force qu'elle me laissa évanouie, dans l'impossibilité de travailler à ma délivrance. Le coup, ayant porté sur mon flanc et sur ma poitrine, avait pour ainsi dire chassé entièrement le souffle de mon corps, et si je l'avais recouvré immédiatement, j'aurais étouffé dans l'eau. Mais il me revint un peu avant le retour des vagues et, voyant qu'elles allaient encore m'envelopper, je résolus de me cramponner au rocher et de retenir mon haleine
jusqu'à ce qu'elles fussent retirées. Comme la terre était proche, les lames ne s'élevaient plus aussi haut, et je ne quittais point prise qu'elles ne se fussent abattues. Alors je repris ma course. Et je m'approchai tellement de la terre que la nouvelle vague, quoiqu'elle me traversât, ne m'engloutit point assez pour m'entraîner. Enfin, après un dernier effort, je parvins à la terre ferme où, à ma grande satisfaction, je gravis sur les rochers escarpés du rivage et m'assis sur l'herbe, délivré de tout péril et à l'abri de toute atteinte de l'océan. J'étais alors à terre et en sûreté sur la rive. Je commençai à regarder le ciel et à remercier Dieu de ce que ma vie était sauvée dans un cas où, quelques minutes auparavant, il y avait à peine lieu d'espérer. Je crois qu'il serait impossible d'exprimer au vif ce que sont les extases et les transports d'une âme arrachée, pour ainsi dire, du plus profond de la tombe. Aussi ne suis-je pas étonnée de la coutume d'amener un chirurgien pour tirer du sang aux criminels à qui on apporte des lettres de surséance, juste au moment où, la corde serrée au cou, il est prêt de recevoir la mort, afin que la surprise ne chasse point les esprits vitaux de son cœur et ne le tue point. Car le premier effet des joies et des afflictions soudaines est d'anéantir. Absorbée dans la contemplation de ma délivrance, je me promenais çà et là sur le rivage, levant les mains vers le ciel, faisant 1000 gestes et 1000 mouvements que je ne saurais décrire, songeant à tous mes compagnons qui étaient noyés et que pas une âme n'avait dû être sauvée excepté moi. Car je ne les revis jamais. Ni eux, ni aucun vestige d'eux, si ce n'est 3 chapeaux, un bonnet et 2 souliers dépareillés. Alors, je jetai les yeux sur le navire échoué, mais il était si éloigné et les brisants et l'écume de la lame étaient si forts qu'à peine pouvais-je le distinguer et je considérais, ô mon Dieu, comment il avait été possible que j'eusse atteint le rivage. Après avoir soulagé mon esprit par tout ce qu'il y avait de consolant dans ma situation, je commençai à regarder alentour de moi pour voir en quelle sorte de lieu j'étais et ce que j'avais à faire. Je sentis bientôt mon contentement diminuer. Et qu'en un mot, ma délivrance était affreuse car j'étais trempée et n'avais pas de vêtements pour me changer, ni rien à manger ou à boire pour me réconforter. Je n'avais non plus d'autre perspective que celle de mourir de faim ou d'être dévorée par les bêtes féroces. Ce qui m'affligeait particulièrement, c'était de ne point avoir d'armes pour chasser et tuer quelques animaux pour ma subsistance ou pour me défendre contre n'importe quelle créature qui voudrait me tuer pour la leur. Bref, je n'avais rien sur moi qu'un couteau, une pipe à tabac et un peu de tabac dans une boîte. C'était là toute ma provision. Aussi tombai-je dans une si terrible désolation d'esprit que pendant quelque temps, je courus çà et là comme un insensé. À la tombée du jour, le cœur plein de tristesse, je commençai à considérer quel serait mon sort s'il y avait en cette contrée des bêtes dévorantes, car je n'ignorais pas qu'elles sortent à la nuit pour rôder et chercher leur proie. Voilà, c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter. Si vous êtes sur une île déserte, faites attention à vous. C'était donc Robinson Crusoe qu'on laisse donc ici tel que on se l'imagine d'habitude sur une île déserte. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Merci à Lucille Mancini et à ses jolis dessins. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Faites de beaux rêves.